Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing, un nouveau débriefing du mois de décembre. En général, le mois de décembre, c'est le mois du petit Jésus, c'est le mois des cadeaux et on a eu un cadeau. C'est un livre de Nicolas Vidal, Lettre à mon fils, parce que Louis est né le 29 novembre et j'ai tenu à inviter Nicolas pour qu'il nous passe un petit peu de la jeunesse de ce livre, parce que écrire un livre à son fils alors qu'il est nouveau-né et qu'il ne sait pas encore lire, je trouvais que c'était très intéressant. Alors, bienvenue à Nicolas. Bonjour Nicolas. Pierre, J'espère que, ouais. heureux papa, tu passes bien tes nuits et Je suis dans l'hémisphère de la couche et du biberon, mon cher Xavier. Et je te remercie pour cette énième invitation pour parler de mon nouveau livre. Voilà. écoute, alors, quand j'ai reçu ce livre, j'ai trouvé ça d'abord tellement opportun parce que c'est le mois de décembre et comme je disais, c'est le mois du petit Jésus. En général, il y a des bonnes choses qui arrivent. On essaye de faire le point sur la fin de l'année et sur tout ce qui s'est passé. Et quand on lit ton livre, j'aimerais d'abord première question qui vient à l'écran, et je le mettrai bien sûr dans la vidéo pour que les auditeurs le voient. La première chose qui vient à l'écran, c'est qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu as eu cette idée en fait? Parce que écrire ce livre à un nouveau-né qui vient avec, dans un monde qui est si complexe aujourd'hui, on voit bien avec et on parlera de tous ces sujets parce que c'est intrinsèquement lié. Donc, arriver dans ce monde quand même, quand on ouvre les yeux, qu'est-ce qu'on voit d'après toi? On voit déjà, on voit pas grand-chose au début. On est dans un monde, c'est intéressant parce que quand tu es un nouveau-né, je le vois avec mon fils, et c'est vraiment que dormir, manger, c'est les besoins primaires, donc on voit pas grand-chose. Mais j'ai voulu écrire ce livre et j'ai envie de te dire que ce livre, pour moi, a été un peu une folie parce que il n'aura échappé à personne que je suis très discret sur ma vie privée. Vraiment, je suis très discret. Je ne publie jamais de photos sur mes réseaux sociaux parce que j'estime que la vie privée, c'est absolument crucial et important. Et j'ai fait le choix depuis le début de ne pas mettre en avant ma compagne, il n'y a rien, elle n'a pas envie et c'est très bien comme ça. Mais j'ai trouvé que le fait d'être papa, de jeune papa, depuis une dizaine de jours, faisait remonter à la surface tout ce pourquoi je me bats depuis très longtemps concrètement et très probablement aussi, et ça c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus lointain, c'est l'éducation que j'ai reçue, Xavier. L'éducation d'un papa et d'une maman qui m'ont sensibilisé très, très jeune, et notamment mon papa qui est toujours là, et c'est très heureux, à l'esprit critique, à la lecture, à la façon d'appréhender le monde, à la façon de s'exprimer, de parler, de conscientiser tout ça, et de surtout de ne pas dire oui béatement à tout. Voilà. Et maintenant que je suis papa, pendant la grossesse de ma compagne, je me suis dit, il va falloir peut-être à un moment donné écrire dans la situation dans laquelle nous sommes de désastre, de chaos et de destruction, de véritable destruction. Vivons une véritable période de destruction contemporaine dans ce pays. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire à mon fils et qu'est-ce qu'il pourrait retenir de moi quand je ne serai plus de ce monde-là, dans cet engagement, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça et qu'est-ce que coûte aussi l'engagement, mais aussi qu'apporte véritablement la façon de résister ou de devenir véritablement un citoyen. Et c'est ces questions qui se sont bousculées dans ma tête et je suis allé sur le terrain, pas du familial, mais de cette passerelle entre mon engagement, mes livres, mes réflexions à ce sujet-là, et puis le fait d'être jeune papa. Je pense que c'est une bonne composition et une bonne genèse de ce livre-là, qui a été, je te le dis ici, puisque c'est la première interview que je fais sur la sortie de mon livre, je t'en remercie, donc c'est une exclue. Eh ben, je trouve que ça a été le livre le plus intime, mais le plus difficile à écrire pour moi depuis que j'écris. Ça a été véritablement le plus difficile, et c'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé, parce que je voulais être au plus près de ce que je voulais dire. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. On peut parler des autruches digestives, on peut parler de la tempête qui vient, on peut parler de tous ces sujets sociaux. Mais une fois qu'on s'adresse à son fils par l'intermédiaire d'un livre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est obligé de se projeter et aussi d'être un peu objectif sur soi-même également, parce qu'il n'est pas question de faire une auto-apologie de moi-même et de mon petit moi existentiel bien médiocre, mais et d'essayer d'être le plus juste et de donner des caps, même si c'est extrêmement difficile. Et je finis mon propos préliminaire. Il n'est pas question ici de donner des conseils à quiconque, hein. Je sais que l'éducation des enfants, c'est hautement compliqué, très compliqué, mais moi, j'essayais à un moment donné de poser un regard sur ce qui m'attendait, ce qui attendait mon fils, et dans quelle mesure j'allais pouvoir l'accompagner, moi et ma compagne, donc sa mère, dans des temps de plus en plus troubles, en espérant lui donner une existence la plus épanouie et la plus pétillante possible, Xavier.
Nicolas, quand on lit ton livre, on a l'impression de sentir la chaleur du Sud, on sent les cailloux, on sent tout cela, enfin, on sent la province, la France profonde. Tu racontes, on va dire, tous ces éléments. Tu racontes, en fait, ce que tu vois toi-même quand tu vis à Paris et que tu as écrit à ton fils en disant, écoute, je vois les salons, je vois autre chose. En fait, je vois pas vraiment la France. J'ai l'impression de voir autre chose. En fait, c'est un espèce de miroir de ce que tu as vu et de ce que tu aimerais, on va dire, qu'ils se prémunissent de ce que tu vas sûrement en tant que parent, hein. Et donc, félicitations donc aux parents et puis bienvenue à Louis dans ce monde. Je suis content qu'on l'accueille chez François. Mais quand on lit ça, on a un ressenti de lire du Pagnol, de lire du Frédéric Dard avec du San Antonio. En fait, c'est un mélange de genres. Comment tu définirais, on va dire, ce style d'écriture qui t'est si proche, qui t'a demandé énormément de... Ça demandait de sortir tes tripes, quoi, quelque part, ce livre, quand on le lit. Ah ben tu fais bien de parler de trip parce que c'est un livre qui a été écrit à l'hémoglobine, hein, je te cache pas. Ça a été, j'ai dû puiser dans les tréfonds de ce qui me constitue, j'ai dû puiser dans, j'ai dû me remémorer aussi, j'ai dû replonger dans ma tendre enfance parce que je me suis beaucoup inspiré. L'idée que je me fais de l'éducation, l'idée que je me fais de l'avenir de mon fils, je vais la puiser directement dans la façon dont moi-même j'ai été éduqué, Xavier. Et quand tu me parles de la province, tu as entièrement raison, parce que j'ai été élevé dans un petit village du Gard une, avec une fontaine, avec les platanes de la place du village, avec le bar du village, j'ai joué quand j'étais tout petit dans le club de foot du village, et le matin, le dimanche matin, quand nous partions des potrons minés jouer au nord du Gard, nous nous retrouvions où, Xavier? Où nous nous retrouvions? Nous nous retrouvions au bar du village, voilà, sur la place du village. Et donc, je suis un enfant des petits villages français. Et d'ailleurs, j'ai habité à Paris quelques années. Aujourd'hui, je suis revenu, pas dans mon Gard natal, mais dans l'Hérault, et dans un petit village entre la mer et Montpellier. Et je suis constitué de ça. Et mon fils, de fait, de facto, sera constitué de cette imprégnation culturelle de la province, de la France périphérique, des petits villages encore, avec un noyau dur, avec des gens de peu. Je le décris. Ici, à un moment donné, on se serre la main, on demande toujours des nouvelles, on est toujours prêt à aider, ce qui n'était pas vrai quand j'habitais à Paris. On connaissait même pas nos voisins, ni d'en haut, ni d'en bas, ni d'à côté. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'il y a une forme de dépersonnalisation, concrètement. Et dans les villages dans lesquels je suis, dans le village et qui pourrait s'apparenter à pas mal de villages, autour, toujours pareil, du bar de village, parce que c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce pôle vraiment social et de fraternité, parce que c'est une véritable fraternité, eh ben, j'ai voulu, et ma compagne également, que mon fils naisse dans un petit village où l'humanité de tous les jours, Xavier, soit toujours présente. Tu prends ta voiture, tu vas dans le centre du village, il y aura de l'humanité. Il y a des gens que tu connais, il y a de l'entraide, il y a de la joie. Alors il y a aussi des coups durs. Il y a des gens qui, bien sûr, il faut pas non plus voir toujours être naïf à ce sujet-là. Mais je trouve que cette éducation que j'ai eue, c'est pour ça que je réponds à ta question, j'ai dû puiser notamment et puis dans l'éducation que j'ai reçue également, et j'en parle longuement, je parle de mon père, je parle de ma mère, dans l'éducation que j'ai reçue, bien entendu, et c'est pour ça que je vais essayer, en tant que papa et ma compagne en tant que maman, eh bien, on va essayer d'avancer cas un cas, parce que j'ai conscience que c'est difficile, j'en ai conscience, et je n'ai pas une vision amourachée de l'éducation parfaite, il n'y a pas d'éducation parfaite, j'en suis convaincu, eh bien, nous allons essayer d'avancer avec ces valeurs, ces sentiments et cette ligne, cet objectif de faire en fait de ce petit bonhomme un homme qui soit droit, qui soit honnête, qui soit véritablement toujours à l'écoute des autres et qui surtout ne baisse jamais la tête, ne baisse jamais le regard devant Oui, tu en parles l'adversité qu'elle peut énormément apporter. dans ton livre de ne pas baisser la tête, de garder espoir, de se battre, d'être combatif. Donc on voit bien, bah, vu que tu te bats depuis très longtemps en tant que journaliste indépendant, et j'ai trouvé que c'était excessivement poignant en fait de lire. J'invite tout le monde à le lire parce que bien sûr, on le sait que c'est difficile d'être parent et comme tu as dit, je n'ai pas la formule magique et je pense que personne ne l'a. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que donner de l'amour, et tu en parles énormément de donner de l'amour, tu dis, c'est quelque part, le livre, c'est son héritage, mais aussi ce que tu vas lui donner, c'est cela. Et quand on t'écoute, quand on t'entend parler de l'information, on voit que tu as de la passion en toi, tu es quelqu'un d'excessivement passionné, tu as même l'amour de l'info quelque part au fond de toi-même, peut-être parfois trop. Donc, comment tu maries, on va dire, un petit peu ce ressenti et puis le besoin de fait dur que tu as Mm.
Oui, ben, c'est vraiment un combat intérieur, hein. C'est un combat intérieur entre, tu l'as dit, c'est vrai que ma passion de l'information, on va dire ma haine de l'injustice, véritablement de l'injustice et de l'effondrement du pays, donc je trouve ça édifiant, effrayant à la fois. On a l'impression de retrouver face à un rouleau compresseur et en même temps, comme le dirait Macron, finalement de se retrouver dans son foyer avec sa compagne, son petit bout de chou qui a 10 jours et se retrouver dans un monde parallèle et qui est extrêmement bien parce que c'est le retour aux valeurs, c'est le retour à l'intimité, c'est le début de la famille, c'est le début de l'apprentissage, c'est le début de la transmission. C'est le début de la transmission et je vais te dire quelque chose, ce qui fait le parallèle entre ça, ou la passerelle, pardon, entre ça, c'est le fait, à un moment donné, de transmettre et de faire le lien entre ce que je vois moi et comme toi aussi dans cette information et ce travail presque, ce travail qui est presque, c'est le bagne à un moment donné, puisque on le fait avec plaisir, mais c'est vraiment un sacerdoce, je ne dirais pas le bagne, je changerai par sacerdoce, de me dire, je vais essayer de transmettre à mon fils cette passion de la chose, de le faire qu'il soit citoyen, mais également, à un moment donné, de continuer à énormément réfléchir sur ce monde et d'essayer d'en changer les choses en tant que journaliste, bien entendu, en restant bien entendu dans ma ligne d'eau. Et c'est cette passerelle entre les deux qui est extrêmement intéressante, mais stimulante à la fois, mais aussi effrayante quelque peu, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut jamais se départir de la situation qui est la nôtre. On ne peut jamais se départir du pays qui est le nôtre, qui est en train d'être massacré, écrasé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, mon fils restera toujours dans une bulle. Mon fils va devoir un jour ou l'autre affronter ce monde-là qui est dehors et qui rentre de plus en plus chez nous. Et tu en as parlé sur François, vous en parlez tous les jours de ce monde-là, de cette tentation totalitaire et autoritaire d'aller chez les gens, de finalement fliquer, j'ai envie de dire, telle une milice politique. Et c'est pour ça que ce regard, il est important, parce que il ne faut pas jamais détourner le regard de ce qui se passe dehors. Voilà. Et nous, Xavier, toi comme moi, on sait très bien ce qui nous attend. Nous savons très bien ce qui nous attend avec ces gens-là si on continue à les laisse faire. Et mon fils, comme des millions d'enfants, ou des centaines de milliers d'enfants, ou des millions d'enfants, je l'espère, du moins, sont déjà confrontés ou vont être confrontés à ça. Et la question, c'est est-ce qu'on veut leur laisser ce monde-là? Est-ce qu'on veut que ce monde continue à déraper vertigineusement comme c'est le cas aujourd'hui? Voilà la passerelle entre le monde de ma famille, en tant que père de famille, et le monde et mon travail, ce travail de sacerdoce, bien entendu, que je fais toujours avec beaucoup de plaisir. Et c'est ce lien-là que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, et d'essayer de donner quelques pistes, bien entendu, de réflexion, et surtout quelques témoignages, ou du moins quelques confidences, je l'accorde bien humblement. Alors pour faire le lien avec l'actualité, il y a deux actualités qui arrivent. C'est que, un, on sait qu'en 2025, la courbe des naissances est en baisse dramatique. Donc en fait, les Français ne font plus d'enfants. On est très très loin des 2,3 enfants par femme, puisque je crois qu'on est à 1,3 ou Oui. 1,4. Donc on a baissé en dessous du seuil de reproduction naturelle pour préserver notre système. Donc déjà, c'est un élément de question, c'est-à-dire que prendre une décision d'avoir un enfant aujourd'hui, c'est très difficile. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu pour les parents, pour savoir, parce que tu l'évoques dans ton livre avec toutes ces difficultés. Et la deuxième chose, c'est Louis est né quelques jours après que le chef d'état-major des armées, Louis, Fabien Mandon dise Ouais. aux Français, il va falloir peut-être sacrifier vos enfants, ou alors quand on est parent, qu'on se réveille et qu'on voit une des personnalités aussi importantes de l'État dire ce genre de choses et qu'on prend en considération ça, est-ce qu'on se dit pas, j'ai fait une erreur? Est-ce que se sont dit, ça va être dur? Ouais. Non, ben oui, oui, mais tu poses l'excellente question. Effectivement, la question de la natalité en chute drastique, on n'avait pas vu ça depuis la guerre. C'est absolument scandaleux parce qu'il y a une véritable. Alors, d'une part, il y a une véritable terreur de la part de peut-être de néo-futurs parents qui ne veulent pas se lancer dans la paternité et la maternité, parce que le monde aussi, et la France va dans un état catastrophique, tu l'as dit concrètement. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants également, parce qu'il y a une forme aussi, je parle de ceux qui ne veulent pas délibérément et qui n'ont pas de problème pour avoir un enfant, hein, pour être clair. Il y a aussi une forme, je l'ai écrit dans les autruches digestifs, tu as des gens aussi qui veulent vivre une certaine forme d'hédonisme californien en n'ayant pas de contraintes ni de responsabilité, parce que sans responsabilité, la vie est beaucoup plus cool. Voilà, c'est pas mon sujet. Et puis, effectivement,
cette situation qui est la nôtre, avec un général Mandon proche d'Emmanuel Macron, voire très très proche d'Emmanuel Macron, qui est en train de nous dire, et comme d'autres, effectivement, qu'à un moment donné, il faudra que le sang de nos enfants coule peut-être dans les rues de Kiev pour aller défendre l'Ukraine de Zelensky, effectivement, nous avons à la tête des gens qui sont totalement irresponsables. Totalement irresponsables. Mais pourquoi, la question, pourquoi avoir fait le choix, le choix grave mais magnifique et beau et ultime d'avoir un enfant et ma compagne? C'est-à-dire parce qu'on est convaincu, Xavier, on est convaincu que les choses peuvent changer. On est convaincu qu'à un moment donné, ce pays-là, parce moi je me restreins à mon pays, hein, je suis désolé de ne pas avoir des folies de grandeur, d'aller essayer de sauver la moitié de la planète. Moi je m'intéresse à mon pays, je continue à penser et j'ai l'intime conviction qu'on arrivera à un moment donné à rétablir ce pays, du moins peut-être changer littéralement et massivement toute l'espèce de pseudo-élite que j'appelle plutôt caste à la tête du pouvoir et que nous pourrons un jour ou l'autre respirer, nous promener tranquillement, vivre sereinement et éduquer nos enfants sereinement. Et c'est l'espoir fou que j'ai. Peut-être qu'il est peut-être naïf, il est peut-être il y a quelque chose d'adolescent, tu vois, là-dedans, mais je suis convaincu, et ça rejoint le travail que tu fais et que je fais aussi avec Putsch, et bien ça rejoint le fait que je suis absolument convaincu que j'ai un fol espoir, notamment de voir de me rendre compte, ou de me rendre compte, ou d'espérer fiévreusement qu'on puisse changer les choses à moyen ou court terme, bon, pas court terme, mais à moyen ou long terme, concrètement. Et tu sais, quand je vois nos communautés respectives qui sont à peu près les mêmes, et où les gens nous suivent partout, que je fais des conférences partout en France, et je vois le monde partout qu'il y a, je me dis quand même, il y a quand même dans ce pays des forces vives qui sont prêtes à faire changer les choses et à s'engager pour faire changer les choses. C'est ça aussi, parce que si on commence à résigner, c'est la fin de notre pays, c'est la fin de ce que nous avons bâti, c'est la fin de ce que nous avons construit, et nous laissons gagner le chaos. Nous laissons gagner le chaos qui est Emmanuel Macron, mais il n'est que le parangon du chaos, parce que cette caste politique, dans toutes ces dimensions, dirons-nous, sont véritablement dans une optique du chaos qui est fit frémir. Mais moi, je garde beaucoup d'espoir, et je pense que le fait d'être père de famille aussi repose essentiellement sur cet espoir et cette conviction. Et je dois bien te le dire, je suis, Frévé, tu l'as dit, je suis un garçon absolument enragé, et je suis un père de famille tout autant enragé que l'adolescent qui a disparu le 28 novembre dernier pour laisser la place, je l'espère, à un père de famille. Alors, quand Louis lira ce livre, quand il aura un certain nombre d'années, qu'il aura été éduqué, il aura sûrement appris à garder l'esprit critique. Est-ce que si un jour il vient te voir, et quand je l'ai lu, en fait, ma première réaction, ça a été de te dire, papa, mais si jamais tu m'éduques et que tu m'apprends l'esprit critique, j'aimerais quand même critiquer ton livre. Donc, je vais me prendre un peu au jeu de critiquer un seul, et tu découvriras la recension que j'en ai faite, Ouais. parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir l'œil de quelqu'un d'autre. Ma question principale là-dedans, c'est quand on le lit, on voit vraiment, alors on t'entend que tu as beaucoup d'espoir, parce que l'espoir fait vivre, c'est génial, tu as beaucoup d'énergie, mais quand on le lit, le constat, il est 99,9% opaque. Alors, c'est un contraste avec l'optimisme, avec l'enthousiasme, avec l'espoir dont tu fais part à l'écran, et le réalisme qui est dans ce livre, avec le terroir que tu décris. Alors, quand il va voir ça, en fait, il va se dire, tiens, c'est marrant, si on te regarde à l'écran, il regarde cette interview, il va se dire, je vois quelqu'un avec énormément de dynamisme, et comme tu dis de l'autre côté, de la rage. Mm. Alors, quand on sait qu'il y a 80% des Français qui aujourd'hui ont perdu confiance dans leurs élites, ont perdu confiance dans le pouvoir, et que ce n'est pas de leur fait, en fait. Ils ont vraiment perdu confiance parce que, par exemple, les décisions des autorités sanitaires leur ont fait perdre confiance dans la vaccination. Ils sont plus de 50% à nous dire aujourd'hui, ou 80% à nous dire, je ne vais pas aller me vacciner. Je ne veux pas parler du vaccin parce que tu vas sûrement devoir faire vacciner ton enfant, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la confiance. Quelle cellule tu vas lui donner, quel environnement tu vas lui donner pour qu'on ait confiance? Est-ce que tu penses que dans les villages, dans une communauté urbaine, il y a suffisamment de confiance à la taille de la commune, à la taille de la mairie? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait le salon des maires, et quand même Mandon, il est allé au salon des maires, parler à 36 000 maires. Et donc, on voit bien qu'ils vont même jusqu'à parler à la personne qui devrait être le plus proche des citoyens. Donc, est-ce que la cellule de confiance aujourd'hui, c'est quoi? C'est le père, la mère, les amis proches, les grands-parents, et c'est cela qui vont protéger Louis, qui vont l'éduquer à cet esprit critique, parce que tout le reste aujourd'hui est cloisonné et embarqué dans un système normatif.
Ben oui, c'est toujours pareil. Oui, effectivement, il y a comment faire confiance. Et puis, pour faire confiance, il faut être émancipé. Il faut pouvoir, à un moment donné, réfléchir. Il faut pouvoir comparer. Il faut pouvoir se projeter aussi dans des relations. Et je continue à penser que l'éducation, c'est l'idée que je m'en fais. Une nouvelle fois, je le répète, je vais insister sur ce thème-là dans cette interview. Je ne veux pas donner de leçon à personne, mais je tire l'expérience qui m'a été faite avec mon père. Et quand tu me disais à un moment donné, si ton fils un jour vient essayer de critiquer le livre ou du moins poser des questions, je peux t'assurer que mon père, après 77 ans, et je fais toujours, j'ai toujours ce rapport avec lui. Il corrige mes livres, on discute, on n'est parfois pas d'accord, on est souvent d'accord, mais je veux dire, j'ai appris ça aussi avec mon père, pas cette confrontation, mais argument contre argument, affiner les arguments, être le plus précis possible, ne pas être excessif également. Donc, c'est ce que je vais essayer à mon niveau avec ma patte et l'idée que je me fais de l'éducation et mon enthousiasme peut-être, et parfois peut-être mes excès également, c'est-à-dire d'essayer de créer, quand tu parles de cellule de confiance, c'est surtout de créer un environnement favorable à l'émancipation. C'est ça qui m'intéresse. Et je le conçois par de l'émulation, par plein de choses, par les livres. Moi, par exemple, je te donne un exemple très simple. Du plus petit que je me souvienne, mon cher Xavier, j'ai toujours vu à la maison, des centaines de livres, des centaines et des centaines, des bibliothèques, des livres partout et de la presse partout. Voilà, c'est les souvenirs que j'ai quand j'étais tout petit avec mes parents. Ma mère, hélas, n'est plus de ce monde, mais voilà, mon père est toujours là et j'ai toujours vu. Donc, et d'ailleurs, à la maison, dans le salon, eh ben, j'ai eu une énorme bibliothèque. Je ne sais pas, j'ai des milliers de livres, peut-être 2 ou 3 000, je ne sais pas, en tout et pour tout. Et on réadapte ça. Et c'est cette question aussi de la transmission. Parce que je pense que quand tu parles de confiance, je pense qu'on parle surtout d'éducation, mais d'émancipation et d'arriver à un moment donné à se structurer, à mettre en place des cadres de lecture et surtout une structure intellectuelle et verbale. Et bien entendu, cette structure, on fait ce qu'on peut pour la mettre en place et je vais m'y affronter dans pas longtemps. Donc je serai bien malin d'aller faire des leçons à quiconque, mais après elle peut changer. Mais à partir du moment où ton enfant, tu lui tiens plus la main pour traverser la rue ou la route et qu'il devient un jeune homme ou un grand ado, un jeune homme, eh ben, il fera bien ce qu'il voudra, mais au moins, l'espoir que je chéris, c'est d'avoir donné suffisamment de structure avec ma compagne pour qu'après, il puisse s'émanciper et faire de sa vie ce qu'il voudra bien en faire. Voilà. Et après, à lui d'aller, de voir en qui il peut avoir confiance et pas confiance, et toutes ces choses, ce sont l'apprentissage de la vie, mais je pense que l'éducation est le terreau absolument fondamental, le bloc de granit qui permet la transmission, qui permet la sauvegarde de la famille, qui permet sa défense aussi, et également le fait de rentrer dans la maturité et de profiter de sa vie un maximum, parce que je pense que plus on lit, plus on est épais, plus on a de densité dans ce qu'on a appris, plus on profite de la vie et plus elle a du charme et elle a du goût. Voilà. Mais peut-être que je me trompe lourdement, mais je veux te dire, comme j'ai dit souvent, le temps sera juge de paix. Le temps sera juge de paix et je vais me soumettre clairement à ça, comme tous les parents de France. Alors, un des chapitres qui est assez intéressant, ça s'appelle Ode à ta mère. C'est un des, Oui. je crois, le dernier chapitre où tu quand même rends hommage à cette femme qui t'a donné, on va dire, qui a donné naissance à votre enfant. Et tu commences cette phrase, quelque chose qui est très intéressant et qui est joli, c'est avant toi, il y a sa lumière. Ouais. Donc en fait, quand je vois, il y a marqué Push Live derrière toi, il y a de la lumière. Quand on regarde chez François, il y a de la lumière. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder la lumière allumée sur l'information, allumer la lumière sur l'espoir, allumer la lumière. Au travers de ce livre, il y a aussi un autre fil conducteur, c'est le travail que tu as fait chez Putsch, le travail que tu as fait dans l'information, toute la réflexion que tu as. Si jamais tu devais faire la lumière à Louis aujourd'hui sur l'information, sur les 4 ou 5 choses qu'il faut changer dans ce monde, en lui disant, tu sais, tu as quelques jours aujourd'hui, dans quelques années, j'espère que ça va changer. C'est quoi les 2 ou 3 choses qu'il faut changer pour toi aujourd'hui? Ah ben, je pense que ce qu'il faut changer, c'est surtout ce qu'il faut lui inculquer pour que ça change. C'est-à-dire qu'il faut inculquer, une nouvelle fois, ce qui me paraît le plus important, c'est le libre arbitre. Mais le libre arbitre ne se respire pas dans la rue. Le libre arbitre ne se respire pas au supermarché. Le libre arbitre, il s'enseigne. Il s'enseigne. Et je continue à penser que le libre arbitre s'enseigne, s'apprivoise, j'ai envie de te dire, s'apprivoise, et ensuite, l'enfant, lui, petit à petit, au cours de son évolution, de sa prise de maturité et le fait qu'il grandisse,
il sera en capacité de choisir, il sera en capacité soit de faire changer les choses, s'il a envie, une nouvelle fois, mais je ne trace aucune voie pour mon fils. Aucune voie. Quand je vois ce que j'ai fait moi comme parcours chaotique, alors que mon frère a une carrière absolument formidable, moi j'ai pris des chemins de traverse. Mais par contre, ce que nous avons en commun et mon frère, c'est la capacité de réfléchir. Je le crois. Après, peut-être que c'est la capacité de réfléchir, c'est la capacité de dire non, et la capacité aussi de choisir autrement, et la capacité aussi de comprendre, comme toi et tous les gens qui nous écoutent, que nous ne vivons pas ex nihilo, Xavier, que nous ne sommes pas des espèces d'atomes qui se baladent comme ça dans un pays, que nous sommes collectivement responsables de l'avenir de ce pays, de la situation, oui et non, et ça demanderait un développement trop long, mais je veux dire, c'est cette capacité à se positionner, à apprivoiser et surtout résister en réfléchissant et en sachant dire non. Voilà. Et puis pour dire non, c'est difficile dans la vie. Dire non, c'est difficile. Dire non, vraiment, c'est difficile. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et je pense qu'il faut être épaissi, il faut être dense. Et il faut avoir aussi une certaine forme de... Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir une certaine forme d'allégresse et de joie également pour pouvoir passer les caps. Mais je continue de penser que les structures intellectuelles, ou du moins culturelles, pas intellectuelles, mais culturelles, elles sont extrêmement importantes. Voilà. Et je pense que Donc c'est la réapprendre la définition. base, à Voilà. dire oui, à dire non, à Voilà. savoir ce Voilà. que l'on veut, à respecter son droit à l'autonomie, Ouais. qui est un des droits les plus Ouais. fondamentaux, Ouais. c'est-à-dire Ouais. se dire que ton enfant doit être autonome. On parlait du droit à l'autonomie, un de ces droits fondamentaux qui, on a l'impression, a disparu. On essaye de nous l'enlever. Tu nous disais qu'il fallait réapprendre à dire non dans un environnement où on a tendance à devoir dire oui à ce que l'on veuille succomber, que ce soit à une telle norme ou telle norme ou telle norme. Alors, quand moi je t'entends, quand je te lis ce livre, quand je vois tout ça, je me dis, si jamais je suis à la place de Louis, ben, j'ai un père qui est, on va dire, aguerri, qui est aiguisé pour m'amener à avoir cet esprit critique, pour engager le débat, pour avoir cette volonté. Quand tu regardes autour de toi dans le monde, parmi les autres personnes que tu connais qui ont des enfants, des autres adultes que tu vois à Paris, est-ce que tu, tu vois qu'il y a une forme de réveil, de perte de cet esprit ou de perte de cet esprit critique? Franchement, je suis dévasté que je dois répondre à cette question parce que dans le petit village où je suis dévasté par ce que vont devenir ces gamins. C'est des gamins gentils, c'est pas le problème, mais ils ne sont pas du tout armés, pas du tout armés intellectuellement, culturellement, pour faire face à ce qui va se passer et ce qui se passe déjà. Je me demande ce que vont faire ces gamins. Il n'est pas une question d'intelligence, Xavier, hein, soyons clairs. Là, il n'est pas la question de l'intelligence des enfants dont je parle. Il est la question, à un moment donné, de cadre qui, c'est pas un problème d'éducation, je parlerai plutôt d'instruction. D'instruction. C'est des gamins qui, manifestement, sont dans l'hédonisme, sont dans une espèce de joie de vivre, enfin, même pas de vivre, une espèce d'amusement permanent, une espèce de grande ludothèque de téléphone portable, de TikTok, d'Instagram ou d'autres je ne sais quoi. Et on se retrouve dans des gamins qui ne sont pas du tout armés intellectuellement pour affronter le monde qu'on a. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis simplement aussi qu'il était plus facile pour nos parents à nous de nous éduquer dans un monde, pour moi j'ai 45 ans, donc tu fais la soustraction et tu vois en quelle année je suis né, qu'aujourd'hui, je sais que c'est une difficulté, mais aujourd'hui ne pas prendre conscience et me dire, par exemple, souvent j'entends des amis à moi ou des connaissances dans le secteur dans lequel j'habite, on me dit oui mais tu comprends, il n'aime pas l'école mon gamin. Alors, l'école, c'est pas un hobby, en fait, hein. L'école, c'est pas de la planche à voile, c'est pas du paddle. L'école, et puis quand il n'aime pas l'école, entendu, tu vois, il fera autre chose. Il fera autre chose. Rien que dans cette phrase. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas saisi déjà le désastre de l'éducation nationale, déjà, c'est-à-dire que ces gamins n'y apprennent rien du tout, si ce n'est être bourré d'idéologies absolument débiles, c'est-à-dire de te faire la leçon le soir quand tu rentres ou le samedi matin quand tu te lèves, que tu n'as pas mis ton pot de yaourt dans la bonne poubelle parce que c'était pas la rose, c'était la verte, et pas la verte, ça sera la jaune. Déjà, ils sont bourrés d'idéologie et puis ces gamins ne sont pas du tout préparés à ce que nous ayons. Parce que, je l'ai déjà écrit là-dessus, je vais faire très vite pour ne pas y passer 10 heures, mais c'est-à-dire qu'on a une partie de la population, une nouvelle fois, qui a été littéralement
dissoute dans le consumérisme, dissoute dans le mercantilisme, dissoute dans la jouissance rapide et commerciale finalement. Et donc les gamins n'en sont que le produit, littéralement. Et donc ces gens se sont dit, il n'y a pas de raison, finalement, ils n'arrivent pas à se projeter. Xavier. Ils n'arrivent pas à projeter leurs gamins. Moi, je discute avec eux de ça avec certains. Ils n'arrivent pas à se projeter ce que feront leurs gamins quand ils auront 16, 17 ans. C'est impossible. Ils n'arrivent pas à se projeter, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'instant présent. L'instant présent, l'instant présent, l'instant présent, ou le jour d'après, ou les vacances qui s'annoncent dans 3 semaines, ou voilà. Et je suis dévasté, parce que là, on parle de gamins qui, une nouvelle fois, j'insiste, il n'est pas question de poser un avis intellectuel sur ces enfants. Ces enfants sont tout à fait aptes à faire des grandes choses. Mais ils sont désarmés intellectuellement et les parents sont désarmés culturellement, littéralement. Donc on se retrouve avec une population de gens qui seront prêts, qui seront des factotums finalement, dans le sens où on pourra leur faire faire n'importe quoi parce qu'ils ne seront pas armés intellectuellement. Et on en revient toujours à la même question, pourquoi une partie des Français reste indolemment dans cette apathie populaire? Parce que tu as une partie des Français aussi qui vivent dans un périmètre donné qui est leur individualisme et qui ne conçoivent pas qu'à un moment donné, la nation, ou du moins l'environnement dans lequel nous vivons, très hostile et chaotique, va les manger tout cru, va littéralement les manger tout cru. Donc on préfère à un moment donné prendre un SUV à 800 balles par mois parce que c'est bien de tourner dans le village avec un SUV ou autre chose, plutôt que de se dire on va peut-être un peu mobiliser de temps pour aller gamin. Tu sais ce qui me surprend beaucoup quand je vais à droite à gauche, des gens que je connais à droite à gauche, eh ben c'est souvent quand je rentre chez les gens, il n'y a aucun livre dans le salon. Je ne vois aucun livre. Alors je sais que peut-être ça peut paraître un peu abrupt, mais je me dis quand même que je ne dis pas d'avoir une bibliothèque de 4000 références. Hein. Il n'est pas question d'avoir une succursale de la BNF dans la maison. Mais le fait d'arriver chez des parents qui ont des ados ou des enfants en bas âge où il n'y a aucun bouquin nulle part, déjà, tu vois cet environnement, il ne laisse qu'une possibilité. Il ne laisse la possibilité finalement que de ce monde qu'on nous impose de jeux télévisés, d'applications, de réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien d'autre à proposer à côté. Et ça me désespère. Ça me désespère parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de la gravité et surtout, encore pour eux-mêmes, ils sont majeurs et vaccinés. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolé. Ils sont en âge de réfléchir. Mais pour leurs enfants, que diable? Réfléchissez à ce que vont faire vos enfants. Comment vont-ils se mouvoir dans ce monde? Comment vont-ils, à un moment donné, affronter la réalité? Ils n'aiment pas l'école parce que c'est pas leur truc. Mais le monde du travail, chers amis, l'école n'est pas le monde du travail. À l'école, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire qu'on a vicié les règles en disant qu'il n'y a plus de notation, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus mi. Mais le jour où vous allez arriver sur le monde du travail, le jour où vous voulez montrer votre entreprise, et bien là, les règles vont s'appliquer et la sentence va être terrible. Ça va être terrible, ça va être un déclassement et une mise au banc social, une liquidation sociale de votre vie d'adulte. Voilà. Et là, ça pose un véritable problème parce qu'il y a encore des gens qui manifestement vivent au jour le jour et qui ne veulent pas d'idées qui pourraient à un moment donné les effrayer ou leur faire prendre conscience des responsabilités qui sont les leurs. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais en tout cas, moi, je vais essayer à mon petit niveau et les moyens du bord de répondre à ça. Et je sais que la tâche est immense. Et c'est l'Everest. C'est l'Everest. Rappelle-toi, Nicolas, quand tu étais enfant, j'imagine que quand tu rentrais, tes parents ou tes grands-parents te demandaient est-ce que tu as bien travaillé à l'école? Ça veut bien dire que quand même le travail à l'école prépare au travail. Oui, Plus tard, tu avais des devoirs plutôt qu'avoir des droits. Et oui. donc, ça faisait de toi, et tu avais des cours d'éducation civique, ça faisait de toi un citoyen. On formait des gens à la citoyenneté, au respect les uns des autres. Et je ne suis pas en train de parler de choses discriminatoires comme la religion ou autre chose. Je parle vraiment d'un système de valeurs républicaines, de valeurs laïques, qui permettait justement aux enfants de se parler les uns les autres en se respectant. Mm. Quand on lit ton livre, on voit quand même une énorme marque de respect. Tu vois, transparaît au travers de ça du respect pour ton fils, du respect pour ta compagne, du respect pour les choses, de l'espoir. Mm. Si on avait à terminer cet entretien sur une note d'espoir, parce que j'ai pas voulu faire cet entretien sur tous les problèmes qu'on a en France, Oui, etc., parce oui, qu'on le sait. oui, Sinon, oui. on va en reparler, on y est encore jusqu'à dimanche matin et peut-être Ouais. la semaine, l'année prochaine. Mais euh, si on était le jour de Noël et qu'on est en famille en train de discuter, qu'est-ce que tu aimerais que les gens discutent? De quoi, tu vois, quelle est la note d'espoir que tu veux leur donner?
C'est souriez-vous, tapez-vous dans la main, c'est retrouver la joie de vivre. Quel état? Ben, moi déjà, on parle de Noël, c'est une très bonne chose. Noël, c'est un moment féerique, pas pour les pubs orange ou les Pères Noël de chez Lindt. C'est surtout pour le fait de se retrouver en famille, Xavier. C'est le fait de pouvoir échanger sur le temps long, c'est-à-dire que, et autour d'une table de bon vin, je l'accorde, je le confesse humblement, j'adore le vin et j'adore bien manger, c'est évident. Et ce moment de communion, ce moment Convivialité. de convivialité et puis même de communion, je veux dire familiale. Et moi, j'ai la chance, vraiment, nous avons la chance avec ma compagne d'avoir des deux familles formidables où on s'entend très bien. Donc, c'est vraiment des discussions. Vraiment, on discute de tout, de la pluie et du beau temps. Souvent, je commence à parler de la pluie moi-même ou du beau temps, mais on arrive à avoir des discussions apaisées. Et surtout, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment de regroupement familial. En plus, avec la présence maintenant de Louise, qui va, bien entendu, donner énormément de joie à ces fêtes de fin d'année pour nous, et je m'en réjouis par avance, j'en trépigne d'avance, tel un petit enfant qui attendrait les cadeaux de Noël sous le sapin. Et je trouve que c'est très important parce que c'est le retour aux sources, c'est le retour aux valeurs, c'est le retour à la famille. Et c'est se rendre compte que la famille compte, la famille est un socle, la famille est un tuteur. C'est comme ça que ce pays s'est fait, s'est constitué. Et aujourd'hui, et bien entendu, avec les européistes globalistes que nous avons, ils veulent casser la famille. Ils veulent casser ces moments de regroupement, même de recueillement de joie, j'ai envie de te dire, parce que, à un moment donné, c'est ce qui fait ces espèces de caillots, tu vois, qui sont bons caillots, ceux-là, pour le coup, à la différence des mauvais caillots, mais ceux-là, c'est véritablement ce qui constitue, qui pétrit, qui modèle, tu vois, une existence. Et pour les enfants, c'est très important parce que tous, on a, et j'espère, moi j'en ai, et ma compagne aussi, on a tous les deux des bons souvenirs en famille, avec nos familles respectives depuis qu'on est ensemble, mais aussi bien avant qu'on ne se connaissait pas. Dire qu'on a tous des bons souvenirs de Noël. Et c'est parce que c'est comme ça que ces moments balisent notre existence et ça permet de renforcer la famille. Et on sait très bien qu'il y a énormément d'écueils dans la famille, de moments dramatiques, de moments tragiques, et il y en a suffisamment. Noël doit pouvoir à un moment donné l'espace d'une soirée ou d'un repas ou d'un midi, pouvoir contrebalancer et pouvoir donner de l'allant, de la joie et de l'enthousiasme pour pouvoir espérer un monde meilleur et s'en sortir tous ensemble collectivement, mon cher Xavier. Eh bien, Nicolas, merci beaucoup pour ton temps. On Merci. rappelle, tu as écrit un livre à la naissance de ton fils, Lettre à mon fils, un livre intime, un livre qui, comme tu as dit, tu as sorti tes tripes, tu as vraiment dû creuser au fond de toi-même. Je vous invite à le lire. Ça vous rappellera peut-être des moments de vos enfances, des moments de vos voyages en province, pour ceux qui habitent à Paris, ou des moments que vous avez vécu quand vous êtes à Paris, si vous êtes de province. En tout cas, c'est un livre qui est criant de réalisme, criant de vérité. J'ai passé un excellent moment à lire ces 50 ou 60 Ouais, pages. 50 pages. 50 pages, parce que j'aime les livres de Nicolas, parce qu'ils peuvent se lire en quelques heures, mais après, il faut quand même s'y replonger. Ouais. En tout cas, je te remercie. C'est l'habitude chez François qu'on laisse le mot de la fin. En cette fin d'année, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de François ou à tes auditeurs, puisque comme tu sais, ils t'apprécient énormément, ils apprécient énormément ce qu'on fait aussi. Ouais. Ben, On peut leur dire merci déjà aussi. ouais, et je les remercie clairement. Je vais pas me perdre dans les soliloques, hein. Je les remercie de leur enthousiasme. Je les remercie aussi, j'en profite de ton exposition pour remercier les milliers de messages que j'ai reçus de félicitations. C'est absolument dingue. C'était des avalanches de messages sur tous mes réseaux, en milliers de messages. Donc merci beaucoup. J'ai transmis à ma compagne, j'ai transmis à mon fils, même s'il est trop petit pour le comprendre. Et puis surtout, restez comme vous êtes, restez à nous écouter, continuez à être des citoyens. Parce que l'espoir que j'essaie de mettre dans ce livre, même si c'est vrai que le constat est accablant, l'espoir que je mets dans ce livre, se fera pas sans vous, en fait. Nous n'allons pas, nous, Xavier Azalbert et Nicolas Vidal, tous les deux, sur un cheval tel Don Quichotte, aller défier l'oligarchie en place. Donc c'est grâce à vous que tout ça se peut, et c'est grâce à vous que je continue à nourrir l'espoir que ce monde et que ce pays change très vite, et surtout dans le bien et dans la joie, mon cher Xavier. Eh bien, merci Nicolas, merci à vous tous de nous suivre. Continuez à nous soutenir, que ce soit chez Putsch, que ce soit chez François. C'est très important, comme Nicolas vous l'a dit. C'est grâce à votre soutien, à vos à vos marques de soutien. Nicolas en a énormément parlé. Je vous invite à dépenser les quelques euros pour lire ce livre et surtout prendre le temps d'en discuter en famille, de le faire lire à vos enfants, que vous discutiez entre vous de la famille, la manière dont on vous a éduqué. Ça permettra d'avoir un sujet de conversation transgénérationnelle, parce que aussi, on n'a pas parlé de la notion transgénérationnelle aujourd'hui, qui est très importante et transculturelle, c'est la transmission. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt sur François.
Tu es toujours le bienvenu. Quand tu as des actualités, viens nous parler. Et je pense que tous les auditeurs apprécient le travail que tu fais. Tu es un des journalistes les plus appréciés. Et juste, je voulais te laisser avec un chiffre, un seul chiffre. En fait, deux. Mm. 47% des Français n'ont plus confiance dans les médias mainstream. 73% des Français ont confiance dans des médias alternatifs comme toi. Donc en fait, merci Nicolas, merci à tous les journalistes du monde alternatif, du monde, on va dire, qui sont sortis du monde mainstream et qui font leur travail. Donc je tiens à vous remercier aussi et à te remercier à toi. Merci beaucoup, Xavier, pour ton invitation et ton enthousiasme à parler de mes productions. Merci beaucoup, toujours. À très bientôt. Salut.